Remaniement, panique totale dans le sérail. Imaginez un seul instant. Yaoundé. Avril 2026. Le Cameroun s'apprête à accueillir le chef de l'Église catholique romaine, le souverain pontife en personne, pour la première fois sur le sol africain depuis son élection au trône de pierre. Des millions de fidèles convergent vers la capitale. Les drapeaux sont hissés. Les routes sont balayées. Les chants résonnent déjà dans les paroisses. Et pourtant, pendant que le peuple prie, les couloirs du pouvoir, eux, tremblent. Parce que derrière les dorures de la cérémonie officielle se joue une autre pièce de théâtre. Une pièce sans répétition. Une pièce dont personne ne connaît encore la distribution finale. Qui sera vice-président? Qui entrera dans le prochain gouvernement? Et surtout, pourquoi tout cela doit-il se décider maintenant, précisément maintenant, à la veille de la visite papale? Restez avec nous. Parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes va tout changer dans votre façon de comprendre la politique camerounaise. Partie 1. Contexte et fait, le Cameroun sous les projecteurs du monde. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut d'abord poser le décor. Et ce décor, mes chers compatriotes et amis du monde entier, est à la fois grandiose et chargé de tensions sous-jacentes. Le 8 avril 2026, lors d'un point de presse solennel, le ministre de la Communication du Cameroun, René Emmanuel Sadi, porte-parole attitré du gouvernement, a pris la parole d'une voix posée, presque liturgique. Il avait une annonce à faire. Et cette annonce, tout le monde l'attendait depuis des semaines. Le Cameroun est prêt. Prêt à accueillir le pape Léon XIV. Du 15 au 18 avril 2026, le souverain pontife, élu au pontificat le 8 mai 2025, posera pour la toute première fois ses pieds sur le continent africain depuis son accession au trône de Saint-Pierre. Et ce continent, dans toute son immensité, dans toute sa diversité, dans toute sa ferveur catholique, c'est le Cameroun qui a été choisi. Yaoundé d'abord. Puis Bamenda. Puis Douala. Mais ce n'est pas tout. Ce choix n'est pas anodin. Il n'est pas le fruit du hasard ou d'une décision administrative prise dans un bureau romain un mardi matin. Ce choix place le Cameroun au cœur d'une géopolitique vaticane que beaucoup n'ont pas encore mesurée à sa juste valeur. René Emmanuel Sadi l'a rappelé avec insistance lors de son point de presse. Le Saint-Siège, dit-il, est le premier partenaire privé de l'État du Cameroun. Une affirmation qui mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'elle dit beaucoup. Elle dit que derrière les fastes de la cérémonie officielle, derrière les saluts protocolaires et les discours convenus, il existe entre Yaoundé et la Cité du Vatican une relation ancienne, profonde, structurelle. Une relation qui dépasse la simple diplomatie. L'Église catholique au Cameroun, c'est des hôpitaux dans des zones que l'État n'a jamais atteintes. Ce sont des écoles qui ont formé des générations entières d'élites nationales, d'avocats, de médecins, de ministres, d'enseignants. Ce sont des routes de la foi qui quadrillent les 10 régions du pays bien avant que le bitume n'arrive. L'Église n'est pas seulement une institution spirituelle au Cameroun. Elle est une institution d'État dans l'ombre. Un État parallèle qui ne dit pas son nom mais qui agit, construit et consolide. Et c'est dans ce contexte que le pape arrive. Sous les directives précises du président de la République Paul Biya, des commissions mixtes composées de membres du gouvernement et de responsables de la hiérarchie ecclésiale ont travaillé pendant des semaines. Les sites de célébration de masse ont été identifiés et sécurisés. Les itinéraires de cortège ont été cartographiés, analysés, testés. Les protocoles de sécurité ont été passés au crible. Des millions de fidèles sont attendus, venus des 10 régions du pays et des nations frontalières. Le Cameroun, ce jour-là, ne sera pas seulement une nation africaine. Il sera le centre du monde catholique. Mais pendant que tout ce dispositif se met en place, il se passe autre chose. Quelque chose que les caméras officielles ne montrent pas. Quelque chose que les communiqués de presse ne disent pas. Quelque chose qui se chuchote dans les couloirs du pouvoir, dans les salons feutrés des élites, dans les cercles diplomatiques. Partie 2. Le conflit, les gesticulations d'un pouvoir en recomposition. Revenons quelques semaines en arrière. Parce que pour comprendre la fièvre qui monte en ce moment dans les sphères du pouvoir camerounais, il faut comprendre ce qui vient de se passer sur le plan constitutionnel et institutionnel. En l'espace de quelques mois à peine, le Cameroun a vécu une série de transformations institutionnelles d'une ampleur rare. Des transformations qui, chacune prise isolément, peuvent sembler anodines. Mais assemblées les unes aux autres, elles forment un tableau d'une clarté troublante. Premier mouvement, le départ du très honorable Kave Yédié Djibril,
figure historique de l'Assemblée nationale, remplacé par le très honorable Théodore Datuo. Un passage de témoin au sommet du premier hémicycle du pays. Deuxième mouvement, au Sénat cette fois, le départ du président Marcel Nyanji Fandji, lui aussi figure tutélaire du paysage institutionnel camerounais, remplacé par le président SM Aboubakari Abdoulaye. Deux chambres. Deux nouveaux présidents. Deux visages nouveaux à la tête du Parlement bicaméral camerounais. Mais ce n'est pas tout. Loin de là. Ces nouveaux patrons du Parlement n'ont pas tardé à agir. Sous leur conduite, plusieurs réformes ont été engagées avec une rapidité qui n'a pas manqué de faire parler. La prorogation du mandat des députés jusqu'en décembre 2026. La modification de l'article 170 du Code électoral, une modification technique mais stratégique, visant à lever la limitation des prorogations du mandat des conseillers municipaux par le président de la République. Et puis, le coup de théâtre. La réforme qui change tout. Le 4 avril 2026, la constitution camerounaise a été modifiée. Et cette modification a introduit quelque chose d'inédit dans l'histoire politique du pays depuis des décennies. Quelque chose qu'on attendait, que certains appelaient de leur vœu, que d'autres redoutaient en silence. Le poste de vice-président de la République. Voilà. C'est dit. Le Cameroun vient officiellement d'introduire un tandem au sommet de l'exécutif. Pour la première fois de son histoire constitutionnelle récente, la République du Cameroun disposera d'un vice-président aux côtés du chef de l'État. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, dans les chaumières comme dans les palais, dans les marchés comme dans les ambassades. Qui ? Partie 3, révélation et décryptage, le timing qui dit tout. C'est là que les choses deviennent véritablement fascinantes. Parce qu'en politique, et particulièrement dans la politique camerounaise, le moment où une décision est prise est souvent aussi important que la décision elle-même. Observez bien le calendrier. La modification constitutionnelle est actée le 4 avril 2026. La visite du pape est prévue du 15 au 18 avril 2026. Entre ces deux dates, une fenêtre de 11 jours. 11 jours durant lesquels tout peut se jouer. 11 jours durant lesquels le président Paul Biya dispose d'un espace politique exceptionnel pour procéder à des nominations qui marqueront l'histoire. Selon plusieurs observateurs avertis et analystes politiques, cette coïncidence n'en est pas une. D'après ces sources, le calendrier a été pensé, travaillé, construit. Et voici pourquoi. Si le vice-président est nommé avant le 15 avril, il se retrouvera au pied de l'avion papal, aux côtés du président de la République, pour accueillir le Saint-Père. Première apparition publique de la nouvelle numéro 2 de l'État. Première image pour l'histoire. Devant les caméras du monde entier. Vous imaginez la portée symbolique d'une telle séquence? Mais il y a plus. Selon ces mêmes analystes, certains indices laissent penser que les deux personnalités, le vice-président et le premier ministre du futur gouvernement, auraient déjà été identifiés, sinon officialisés en interne. Que le Vatican lui-même, dans le cadre des préparatifs protocolaires de haut niveau, aurait déjà été informé. Parce qu'une visite papale ne se prépare pas seulement logistiquement. Elle se prépare aussi diplomatiquement. Et aucune chancellerie au monde ne présente un chef d'État à un hôte de rang mondial sans lui avoir communiqué au préalable la composition de son entourage officiel. C'est là que réside l'une des clés de lecture les plus intéressantes de ce moment politique. Mais attendez. Il y a encore autre chose. Le pape Léon XIV ne s'arrêtera pas seulement à Yaoundé. Son itinéraire le conduira à Bamenda, au cœur de la région du Nord-Ouest. Cette région meurtrie par des années de crise anglophone, de tensions intercommunautaires, de souffrances humaines immenses. Puis à Douala, capitale économique, poumon financier du pays, carrefour de toutes les ambitions. Ce choix d'itinéraire n'est pas anodin. Plusieurs experts y lisent un message fort. Bamenda d'abord, c'est une main tendue vers les populations anglophones. C'est un geste de réconciliation symbolique, d'unité nationale, de réintégration spirituelle et civique. Et dans ce contexte, certains observateurs formulent l'hypothèse, avec toutes les précautions d'usage, que la composition du prochain gouvernement pourrait précisément refléter cette logique de réconciliation nationale, d'équilibre régional, de paix durable. Un gouvernement de concorde. Un gouvernement de symboles. Un gouvernement dont la composition répondrait, point par point, aux exigences de ce moment historique. Partie 4. Analyse satirique approfondie, quand le pouvoir fait sa toilette avant l'arrivée du curé. Et maintenant, mes chers amis,
permettez-moi d'enlever la veste du journaliste sobre et de vous parler avec ce regard particulier qui fait la saveur de l'analyse à la camerounaise. Parce que franchement, si vous regardez bien ce tableau, vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire. Ou de vous pincer pour vérifier que vous ne rêvez pas. Voilà un pays qui a attendu des décennies pour modifier sa constitution dans ce sens précis. Des décennies de débats, de propositions, d'analyses constitutionnelles. Des années de rumeurs sur l'introduction d'un vice-président. Et le moment choisi pour faire cette réforme, c'est 11 jours avant la visite du pape. Comme qui dirait, on fait le grand ménage avant l'arrivée du curé. Dans nos cultures, vous le savez, quand une visite importante est annoncée à la maison, on repeint les murs. On sort la belle vaisselle. On cache ce qui dépasse. On arrange ce qui était en désordre depuis des années. Et on présente à l'invité une image de cohérence, d'ordre, de sérénité. Le pouvoir camerounais, selon cette lecture satirique mais fondée sur des faits réels, semble appliquer exactement cette logique. Et il faut lui reconnaître une chose, le sens du timing. Parce que si jamais un vice-président doit être présenté au monde, autant que ce soit devant les objectifs des caméras du monde entier, sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé, aux côtés du président de la République, face au souverain pontife. C'est une mise en scène politique d'une efficacité redoutable. Mais derrière cette mise en scène, il y a des hommes et des femmes qui attendent. Qui espèrent. Qui calculent. Parce que dans le sérail camerounais, une nomination au sommet de l'État, c'est rarement une surprise pure. C'est le résultat d'un rapport de force. D'équilibres régionaux. D'allégeances historiques. De dettes politiques contractées au fil des années. D'alliances tissées dans l'ombre. Et là, avec l'introduction du poste de vice-président, le jeu politique camerounais vient littéralement de changer de dimension. Parce que ce n'est plus seulement un poste de Premier ministre qui est en jeu. C'est la question de la succession potentielle. C'est la question de qui se tient demain aux côtés du chef de l'État. C'est la question de qui représente le Cameroun dans les instances internationales, qui signe les textes en l'absence du président, qui incarne la continuité de l'État. Et ça, mes amis, c'est une montagne. Pas une colline. Une montagne. D'après certaines analyses bien informées, les lobbies s'activent. Les régions comptent leurs chances. Les partis alliés de la majorité présidentielle égrènent leur fidélité. Les technocrates sortent leur bilan. Les diplomates scrutent les signaux. Et tout le monde attend, dans une tension à la fois discrète et palpable, que le chef de l'État tranche. Parce qu'au Cameroun, comme chacun le sait, une seule main tient le stylo quand vient l'heure des grandes décisions. Mais voilà ce qui rend cette séquence encore plus intéressante. La réforme constitutionnelle du 4 avril ne s'est pas faite dans un vide. Elle intervient dans un contexte de renouvellement des têtes du Parlement. Elle intervient après une prorogation des mandats des élus locaux. Elle intervient après des modifications du code électoral. Prise dans sa globalité, cette séquence ressemble moins à une série de réformes techniques isolées qu'à la mise en place méthodique des conditions d'une transition politique maîtrisée. Et là, je ne dis pas ce que cette transition signifie. Personne ne le sait avec certitude. Ce n'est ni une prophétie ni une rumeur. C'est une lecture. Une lecture que de nombreux experts camerounais, du droit constitutionnel, de la science politique, de la géopolitique africaine, partagent aujourd'hui dans les cercles académiques et diplomatiques. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le Cameroun vit un moment charnière. Un de ces moments rares dans l'histoire d'une nation où plusieurs éléments s'alignent simultanément, et où la décision prise dans les prochains jours aura des répercussions durables. La visite papale en est le cadre grandiose. Le vice-président en est le symbole. Le nouveau gouvernement en est la substance. Et au milieu de tout ça, les Camerounais ordinaires. Ceux qui vont prier lors des messes papales. Ceux qui vont agiter des drapeaux sur les routes du cortège. Ceux qui vont regarder les écrans géants installés dans les quartiers et les villages. Eux aussi attendent quelque chose. Pas seulement la grâce spirituelle d'une visite historique. Ils attendent des réponses. Conclusion, réflexion finale et appel au public. Voilà, mes amis. Voilà où nous en sommes. Le Cameroun est à la croisée de plusieurs chemins en même temps. Il accueille le monde à travers la visite d'un pape. Il se recompose institutionnellement à travers une réforme constitutionnelle historique. Il s'apprête à nommer un vice-président pour la première fois de son histoire récente. Et il attend, dans les prochains jours ou les prochaines heures, la composition d'un gouvernement dont la symbolique devra être à la hauteur du moment.
C'est beaucoup. C'est énorme. Et c'est en train de se jouer maintenant, en temps réel, sous nos yeux. Retenons l'essentiel. Premièrement, la visite du pape Léon XIV n'est pas seulement un événement religieux. Elle est le prétexte, ou si vous préférez, le catalyseur d'une recomposition politique accélérée. Deuxièmement, la modification constitutionnelle du 4 avril 2026 introduisant le poste de vice-président est une réforme majeure dont les effets se feront sentir bien au-delà de ce mois d'avril. Troisièmement, le timing de toutes ces décisions, concentrées en quelques semaines à peine, n'est pas le fruit du hasard. C'est le signe d'un pouvoir qui organise, qui planifie, qui met en scène. Quatrièmement, la composition du prochain gouvernement, si elle intervient avant le 15 avril comme plusieurs sources le suggèrent, portera inévitablement les marques de ce contexte particulier. Équilibre régional. Réconciliation nationale. Message symbolique fort. Et enfin, cinquièmement, et c'est peut-être le plus important, les Camerounais attendent. Ils observent. Ils espèrent. Et ils jugeront. Alors voici la question que je vous pose directement, à vous qui regardez cette vidéo depuis Yaoundé, Douala, Bamenda, Bafoussam, Paris, Montréal, ou partout ailleurs dans le monde. Si vous étiez Paul Biya, et que vous deviez nommer le premier vice-président de l'histoire récente du Cameroun, quel profil choisiriez-vous? Un technocrate? Un politique aguerri? Un profil de réconciliation nationale? Un représentant du Grand Nord? De l'Ouest? Du Sud? De la zone anglophone? Dites-le nous dans les commentaires. Parce que dans un pays comme le Cameroun, l'opinion du peuple, même quand on ne la demande pas, finit toujours par compter.